Dans nos mémoires du zinc, ce soir, je reçois Harry Roselmack. Je le reçois pour son premier roman, Novilu, qu'il signe d'un pseudonyme Agi Bungo. C'est votre maman. Enfin, voilà, c'est le nom de votre maman jeune fille et de ma mère. Vos deux prénoms, nom de jeune fille. Le fait que ce soit le nom de ma mère, c'est effectivement très important parce que ça explique pourquoi j'ai voulu donc prendre ce pseudonyme pour pas que Roselmack, ce nom très capté par la télévision, soit aussi le motif peut-être d'intérêt pour ce livre. Mais Bungo, c'est aussi mon identité parce que j'ai une partie de ma famille qui s'appelle Bungo. Donc c'est le signe que j'assume complètement ce livre et que c'était pas l'objectif pour moi n'était pas de me cacher ou de me dissimuler derrière ce pseudonyme. D'accord. Donc, et Novilu, donc c'est Novilu. Et alors, derrière, on a un quatrième de couverture qui est extrêmement intéressant parce que je vois les mots, ils sont des secondes, les phrases des minutes. Un thriller saisissant et singulier sur l'être, le savoir, la liberté, le pouvoir. Donc, il y a une ambition derrière ce livre. Et ça, je trouve que c'est gonflé. Quand je dis gonflé, c'est que Harry Roselmack aurait pu faire un petit livre tranquille, en vendre plein, et on ne lui aurait pas posé de problème. Au contraire, vous êtes compliqué la tâche. Pourquoi? J'aurais effectivement très bien pu écrire un essai sur la diversité dans les médias et le signer Harry Roselmack. 100 000, minimum. Minimum. À peu près. Voilà. Mais non, j'avais vraiment pas envie de faire ça. C'est-à-dire que ce que j'ai recherché en écrivant ce livre, c'est une liberté dans l'écriture. C'est-à-dire que j'aime écrire, mais l'écriture journalistique est une écriture très contrainte. On est obligé de respecter les faits, c'est le principe même du journalisme. Là, j'avais envie d'élargir ce cadre au maximum. Mais ma grande surprise a été de constater que cette liberté était loin d'être totale et loin d'être aussi grande que ce à quoi je pouvais m'attendre au départ. Je me suis rendu compte que lorsque vous créez un personnage, que vous lui donnez une identité, que vous lui donnez une cohérence, un caractère, un environnement, eh bien, il réagit en fonction de ces paramètres-là et que vous ne décidez plus finalement de la façon dont il va réagir face à ces épreuves-là. Et ça a été vraiment une révélation. En fait, on voit des personnages qui font tout ce qu'ils peuvent pour plaire à leur créateur. Parce qu'il n'y a qu'en plaisant à l'écrivain qu'on va pouvoir exister. Si on lui plaît, il va nous donner à vivre de l'action. Est-ce que c'est notre boulot, à nous, sur Terre, de plaire à notre créateur? C'est une bonne question. Le fait est qu'il y a l'un des deux personnages qui effectivement a fait le constat de son impuissance face à la volonté de l'auteur et qui s'y conforme et espère ainsi aller au bout et sortir finalement de ce qu'il considère comme un enfer. Mais il y a l'autre personnage qui lui se rebelle contre cette volonté d'auteur qui pour lui et pour sa famille est destructrice. Voilà, ces deux parcours-là sont deux parcours très différents. Et je pense qu'effectivement, on est dans une société où certaines personnes considèrent qu'il faut effectivement se conformer à un certain nombre de règles qui seraient des règles imposées par l'au-delà et d'autres personnes qui, au contraire, estiment qu'ils doivent vivre leur vie et ne pas et faire fi un peu de ces dogmes qu'on pourrait vouloir leur imposer. Donc je pense qu'on a les deux situations dans la vie. Punching Ball, il est à vous. Alors le punching ball, moi j'ai envie de lui mettre une claque et pas un coup de poing parce que le coup de poing est plus violent mais la claque est plus vexatoire. Donc voilà, je lui mets un petit revers de la main. Alors vous avez envie d'être vexatoire. Donc, punching ball, l'occasion de pousser un coup de gueule contre quoi? Contre la disposition de la loi de maîtrise de l'immigration qui porte sur le test ADN aux candidats au regroupement familial. Alors moi je ne reviendrai pas sur la polémique relative aux détails du Front National. Je pense que là effectivement c'est aller un peu trop loin dans la polémique et chercher la petite bête là où il n'y a pas lieu d'en avoir. Mais cette disposition sur l'ADN, elle est l'illustration parfaite d'une évolution, certains diraient d'une dérive de la politique, qui aujourd'hui n'est plus un système de confrontation de la pensée, un système d'idéologie, mais de plus en plus, et ça touche la droite comme la gauche, un logiciel qui est là, grosso modo, pour trouver des solutions très concrètes aux problèmes des Français. Ça porte un nom, et ce nom, c'est le pragmatisme. Alors ce pragmatisme, moi je considère qu'il ne faut pas le jeter aux orties, c'est-à-dire que les Français aujourd'hui, ils veulent des réponses concrètes, ils ne veulent pas donc de bois idéologique, thématique, de principes, on en a marre des principes, on veut des choses concrètes. Sauf que je pense que le politique doit garder quand même une certaine hauteur et lorsqu'il s'agit de la pensée, pas forcément idéologique, mais de la pensée humaniste, je pense que cette pensée humaniste doit rester présente
dans la réflexion du politique et dans ses décisions. Or là, on est dans l'illustration parfaite d'une décision prise pour régler un problème précis, concret, de façon très pragmatique, mais en ignorant complètement les principes humanistes de la République française. Est-ce que vous avez signé la pétition contre ces tests ADN? Non, je n'ai pas signé cette pétition. Je me dois en tant que journaliste, et ça c'est quelque chose que je respecte. Voilà, c'est quelque chose que je respecterai vraiment. Je ne peux pas prendre une position officielle contre un texte du gouvernement. Je n'ai pas envie voilà, d'être étiqueté. Est-ce que cette proposition est raciste pour vous? Cette proposition n'est pas raciste, force est de reconnaître qu'elle est discriminatoire. Je fais une différence entre les deux. On ne peut pas effectivement considérer qu'il y a un modèle pour la famille française, donc un droit de la famille française et un modèle pour les familles étrangères. Il y a un droit français de la famille. Et ce droit français de la famille s'applique aux familles françaises comme aux familles étrangères. Alors, Sifflet, c'est l'occasion pour nous de revenir sur des articles, des propos. Ça proteste un peu derrière, ça proteste un peu parce que ça fait piquer tout. Vas-y, siffle si tu peux. Donc, ce coup de sifflet nous donne l'occasion de revenir sur une critique qui ne nous a pas été très favorable. Et là, j'en ai une à propos justement de Novilu. C'est Éric Nolot, dans une émission de Ruquier, qui a parlé de votre texte. Je ne comprends pas pourquoi vous mettez en danger comme ça avec un livre qui n'est pas suffisamment travaillé, où vous vous essayez à l'érotisme, et là ça ne marche pas, où vous vous risquez à la comparaison avec des auteurs confirmés comme Philippe Cadic, qui a fait ça en beaucoup mieux. Il y a beaucoup de phrases qui ne sont pas possibles, qui n'auraient jamais dû être dans votre livre, tellement elles sont maladroites. Pour moi, c'est un livre d'amateur. Alors, comment on réagit? Qu'est-ce que vous avez fait? Un deuxième de hanche? Non, j'ai essayé de prendre tout ça avec le maximum de détachement, même de faire un peu d'humour, vous voyez. Non, mais ce qui est décevant, c'est que j'ai quand même vraiment le sentiment concernant ce monsieur que sa critique est une posture. C'est-à-dire que son rôle, c'est de critiquer déjà. Donc ça pose un problème. Il y a certaines des critiques qu'il formule qui montrent que soit il a mal lu le livre ou qu'il a mal compris l'intention de l'auteur. Lorsqu'il parle d'érotisme dans ce livre, que Agibungo s'essaierait à l'érotisme et qu'il le fait mal, c'est une erreur. Il n'y a pas une once d'érotisme dans ce livre. Sauf si Éric Nolot ne connaît pas la définition de l'érotisme. Il y a des scènes de sexe, crues, voilà, mais qui sont des scènes de pur contexte et qui permettent de décrire un état d'esprit des personnages. Mais il y a à aucun moment je me suis dit je vais essayer de titiller un petit peu le lecteur dans ce sens-là. J'ai jamais essayé de faire d'érotisme. Bon, est-ce que vous avez le sentiment des fois qu'on veut vous faire la peau, si je puis dire? Non, mais en l'occurrence, il est parti du principe qu'un journaliste ne sait pas écrire de la fiction. Donc partant de ce principe-là, il a déroulé le fil et il a démonté systématiquement et de façon caricaturale le bouquin. Oui, c'est comme un peu si les écrivains se mettaient à animer des émissions. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit d'ailleurs. Imaginez-vous que tous les écrivains vont lui présenter le 20h. Ce à quoi je dis pourquoi pas, et je suis sûr qu'il y en a qui sont capables de très bien le faire. Là où il a raison, c'est lorsqu'il me compare à des auteurs comme Philippe Cadic, oui, comme d'autres. Évidemment qu'un premier roman, on ne peut pas le lire en le comparant au maître du genre et en disant c'est moins bien. Bah, évidemment que ce sera moins bien. On ne peut pas lire un livre en cherchant derrière chaque ligne la faute, en voulant trouver l'argument qui va faire mouche à l'antenne parce que ça va être un argument vexatoire comme la petite claque. Si on lit un livre dans cet état d'esprit-là, on ne rentre pas dedans et évidemment on va pas se laisser emporter par l'histoire et ça risque effectivement d'être décevant au final. Ce miroir pour figurer une de vos admirations, Roselle Mac. Alors qu'est-ce que vous avez choisi? Vous êtes venu avec quelqu'un, avec quelque chose dans votre poche? Avec quelqu'un, je suis venu avec l'une des plus belles choses du monde, à mon sens, un livre déjà. Et voilà, l'un de mes auteurs préférés. Je peux le prendre pour le montrer. Hubert Selby Jr. Ah oui, d'accord. Last Exit to Brooklyn. Effectivement, ça c'est du bon, du lourd. Ouais, c'est le premier que j'ai lu de lui d'ailleurs. Voilà, c'est un auteur nord-américain qui a grandi et vécu à Brooklyn d'ailleurs. C'est de là qu'il a tiré son inspiration pour son premier succès,
qui est ce livre, Last Exit to Brooklyn. Qui a été adapté d'ailleurs au cinéma. Qui a été adapté au cinéma, tout à fait. Tout comme le second qui a donné ce film Requiem for a Dream que beaucoup de gens ont vu. Ouais, ce que je trouve admirable chez cet auteur, c'est sa capacité à décrire les états d'âme et la psychologie de ces personnages. C'est-à-dire que ce qui est incroyable chez cet auteur, c'est que le beau absolu côtoie l'horreur absolue, et ces personnages sont souvent sur le fil, sont entre les deux, et vous ne savez jamais s'ils vont basculer d'un côté ou de l'autre. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a un recueil de nouvelles qui s'appelle « Chansons de la neige silencieuse », dans lequel vous avez des petites histoires de la vie parfois très quotidienne. Il y a notamment une histoire où un monsieur est avec sa fille, et vous vous demandez à chaque ligne, à chaque page, si ce monsieur va commettre une horreur parce que sa fille l'énerve un peu pour tout un tas de petites choses. Mais il y a une tension dans l'écriture et une façon de décrire les réactions de ces personnages. Vous avez l'impression que ces personnages sont capables de tout, et ça, c'est vraiment extraordinaire. Harry Roselmack, je vous vois avec une petite caméra, c'est donc que nous sommes dans notre séquence vidéo intime. Et à l'occasion pour vous de nous emmener dans un moment d'intimité. Qu'est-ce que vous avez choisi comme moment d'intimité? C'est quelque chose dont je n'ai pas un souvenir extrêmement précis, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. J'étais très petit, je devais avoir 3-4 ans. Nous allions rentrer dans un magasin et j'ai vu mon père, qui est quelqu'un de très calme, de très pondéré, de très mesuré, de très respectueux. J'ai vu mon père avoir des mots avec un monsieur. Et j'ai compris, je ne sais pas si j'ai entendu quelque chose ou si c'est mon père revenant vers nous qui nous a dit « Le fait est qu'on n'est pas rentré dans ce magasin. On est rentré dans notre voiture et on est parti. » Mais j'ai compris qu'ils avaient eu une dispute parce que ce monsieur n'aimait pas les Noirs. Et c'est la première fois dans ma vie, et ça ne m'est pas arrivé souvent après d'ailleurs. Oui, vous le dites, vous n'avez jamais été vraiment victime de racisme. Non, mais c'est la première fois que j'ai compris qu'il y avait une différence entre noir et blanc, et que j'ai compris qu'il y a des gens qui n'aimaient pas ce que j'étais. Ouais. Les circonstances restent assez diffuses comme ça, mais ce sentiment de me dire mais pourquoi ce monsieur il veut pas qu'on rentre dans le magasin, il veut pas qu'on rentre parce qu'on est noir, mais pourquoi, comprenant tout d'un coup que ma couleur de peau constituait une différence, que certains n'arrivaient pas à passer au-delà de cette différence et ne pouvaient pas nous accepter, ne serait-ce que dans un magasin où on allait pourtant dépenser de l'argent, acheter des choses. Est-ce que vous vous êtes imaginé et projeté le jour où votre fille pourra peut-être avoir ce sentiment, et comment vous allez réagir? Écoutez, je ne m'y suis pas projeté pour une raison simple, c'est-à-dire que je ferai tout, je fais tout, et je pense que l'un des aspects, l'une des facettes de mon exposition aujourd'hui, c'est que justement, elle n'est pas à faire un genre de comportement. Et je pense que plus on sera présent dans la sphère publique sous différentes formes, sportives, intellectuelles, médiatiques, etc., je pense que on aura moins à faire, je l'espère, à ce genre de réaction. Voilà, c'était donc les Mémoires des Zinc de H.J. Bungo, dit Harry Roselmack. C'était pour Novilu, c'est aux éditions de Courcelles. Et je vous le conseille pour en savoir un peu plus sur Harry Roselmack. Merci Harry.